Bonjour, bonjour Richard Pellissier. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel Agricast. Un Agricast d'abord dans un magnifique décor pour ceux qui nous voient et qu'on décrit pour ceux qui ne nous voient pas. Nous sommes sur la commune de Lutry, pas très loin du bourg de Lutry, mais sur les hauteurs. Nous avons devant nous un tapis de vignes automnales, il y a de moins en moins de feuilles. Nous avons devant nous au loin l'agglomération de Lausanne, et c'est bien parce qu'on a envie de parler aussi aux gens de la ville, peut-être surtout aux gens de la ville. Et nous avons aussi au loin le Léman, ce beau Léman, dont je crois il sera notamment question dans un petit moment sur les thématiques qui vont nous occuper aujourd'hui. Agricast, c'est prendre le temps de s'emparer de thématiques liées à l'agriculture, de les expliquer, d'en parler. Et aujourd'hui, avec Richard Pellissier, on va aborder toute une partie des aspects liés aux effets ou aux prétendus effets de l'agriculture dans l'environnement, dans la santé, dans les traces de certains produits éventuels ou pas dans les eaux. Et on va essayer, sans tabou et en disant les choses, de détailler un petit peu tout ça, d'expliquer surtout, puis de rétablir un certain nombre de choses. C'est le but aujourd'hui. Et on va le faire avec vous, Richard. Dites-nous un petit peu d'abord qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à venir nous parler de ça aujourd'hui. C'est quoi votre parcours d'abord ? Alors, bonjour à tout le monde. Richard Pellissier, je suis d'origine valaisanne. Je suis né dans un village qui s'appelle Saviès, qui est toujours très fortement viticole, du point de vue agricole. Mon père avait une cave, donc j'étais depuis tout petit dans ce milieu. Et j'ai fait des études par la suite. D'abord, j'ai fait viticulture, œnologie à Changin. Et donc là, on est tout de suite en contact avec les produits phyto, donc qui sera sujet en ce moment. Et ensuite, j'ai travaillé 18 ans dans la vente de produits phytosanitaires, soit 9 ans dans les produits phyto conventionnels et 9 ans dans les produits phyto bio. J'ai travaillé, c'est pour ça que je tiens à préciser, spécialement en viticulture, à la fin beaucoup en arbo. J'ai aussi des connaissances dans les maraîchères, dans les sous-serres. Je connais moins les grandes cultures, mais c'est un peu le même sujet. Et dans mon parcours professionnel, j'ai aussi fait l'école d'ingénieur en agronomie à Zollikofen à l'âge de 36 ans jusqu'à 42 en travail à temps partiel, et je travaillais à 60 à côté. Dans les dernières années, il y a encore pas longtemps, j'ai été directeur d'une boîte de produits phytosanitaires d'intrants en agriculture, donc produits phyto, engrais et tout ce qui va avec. Et je suis tombé sur cette problématique. Donc on parlait déjà des 2 initiatives eau propre et pour une Suisse sans pesticides. Et comme j'étais directeur, je me suis dit, là, j'aimerais quand même savoir dans quelle mesure... Et de quoi sommes-nous responsables ? Est-ce qu'on pollue beaucoup ? Est-ce qu'on pollue peu ? Parce que si on écoute certains sons de cloche, on est les plus gros pollueurs du monde, on a tout détruit. Puis de l'autre côté, si on écoute, non, ça fait rien. Donc je me suis intéressé au sujet pour savoir quelle était notre part de responsabilité et qu'est-ce que nous faisions. C'est ainsi que après avoir quitté la boîte comme directeur, maintenant j'ai une exploitation agricole, une petite. J'ai suivi le cours de Madame Chèvre à l'Université de Lausanne sur l'écotoxicologie et j'en ai tiré une part des informations que je vais transmettre, mais j'ai aussi été chercher une autre partie dans le CIPEL, qui est la Commission internationale pour la protection des eaux. Voilà, donc c'est un peu là-dedans que j'ai pris le temps et que j'ai découvert pas mal de choses qu'on va discuter maintenant. Voilà. Ouais, je me réjouis de vous entendre parce qu'évidemment, vous avez mentionné les 2 initiatives sur lesquelles maintenant on sait que nous voterons en juin, le 13 juin 2021. Là, à l'heure où nous parlons, nous sommes en novembre 2020. Et je me réjouis de vous entendre parce que moi qui m'intéresse à ces questions aussi, mais depuis de petites années, qui essaie petit à petit de comprendre, d'apprendre,
J'ai mon sentiment qui est fait, bien sûr. J'ai compris certaines choses. Mais c'est vrai que si on prend notamment toutes les informations qu'on a pu entendre, lire ces derniers mois, en particulier cette année 2020, déjà en 2019, c'est difficile de gérer ces informations. On entend parler, il y a une période, il n'y avait pas une semaine où on n'avait pas la révélation que dans telle source, dans tel endroit, il y avait des restes de tel produit. Le diable, c'est d'abord le glyphosate, puis après on a eu le chlorothalonil. On se demande quels seront les prochains produits stars, si vous m'autorisez cette expression. Donc, c'est vrai que c'est troublant. Oui. C'est vrai qu'on se pose des questions, puis on se pose des questions sur notre vie de tous les jours, sur notre santé, sur la nature. Et puis, certains se posent tellement de questions qu'ils croient avoir les réponses ou qu'ils croient avoir trouvé les responsables de tout ça. Puis ça nous amène à l'agriculture en général ou à la viticulture en particulier, vu ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content de prendre le temps avec vous de dérouler tout ça, on va dire, comme vous l'avez expliqué et avec les motivations qui sont les vôtres. Tout d'abord, finalement, on entend plein de choses, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans l'eau ? Qu'est-ce qu'elle contient, cette eau ? Alors c'est le grand sujet, quoi. Mais je vais commencer peut-être par le début, pour moi. C'est d'expliquer qu'est-ce qu'il y a comme matière chimique qu'on peut retrouver. Ouais. Donc, on sait qu'actuellement, en Suisse, sont homologués dans les usages agricoles un peu moins de 400 pesticides. Donc là, il y a insecticides, fongicides, acaricides, il y a tout herbicides. Voilà. Ça, c'est ce qui est homologué. 376 en 2019, matières actives, ou 2020. Ça change de 1 à 2 par année. Avant, il y en a eu jusqu'à 2000, pas en Suisse, mais en Europe. Mais maintenant, on est à 376. L'Europe a à peu près la même quantité. Elle doit avoir 400, ou peut-être un peu moins. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça reste dans les mêmes normes. D'accord. Maintenant, la question, c'est combien y a-t-il de produits chimiques ? Et donc, quand on parle de produits chimiques, c'est de matière. Donc, une molécule qui se distingue d'une autre. Ce n'est pas les noms commerciaux. Parce que typiquement, le glyphosate peut avoir 20 noms commerciaux, ça reste toujours le glyphosate. Donc, il y a 376 matières actives différentes dans l'agriculture. Mais combien y en a-t-il en dehors de l'agriculture ? Ça, c'est la question. Combien y a-t-il de matières actives, donc différentes, en hors agriculture, en Europe ? En Suisse, on n'a pas de chiffres. Et vous pensez qu'il y en a combien ? Écoutez, je ne sais pas, quelques milliers. Voilà. Alors nous sommes à 140 000. 140 000. Voilà, homologués. Donc là, c'est un chiffre qui est connu, qui est avéré. Alors je tire ça du cours de Madame Chèvre, justement. Il y a un programme qui s'appelle REACH en Europe et qui répertorie toutes ces matières. Il y en a 140 000. D'accord. Maintenant, hors Europe, parce que l'Europe est une partie du monde, on en a à peu près 1 200 000. On ne sait pas exactement. C'est parce qu'il n'y a plus de comptage qui se fait. Donc il y en a énormément. Vous n'allez pas du tout nous rassurer là pour l'instant. Ouais, mais c'est la réalité. Alors vous allez me dire, on n'est pas dans le reste du monde, mais ces produits arrivent en Suisse. Ouais. Mais je vais vous expliquer après comment. Ouais. Mais voilà, ça c'est pour donner la quantité de matière active, donc on ne parle pas de quantité en masse, on parle de quantité en nombre différentes de matières. Et les nombres différents qu'il y a. Donc, un peu moins de 400 identifiés, homologués agriculture suisse. Et puis, soyons précis, mais vous l'avez été vous-même, 140 000, c'est le chiffre, c'est le total des matières actives identifiées au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, voilà. D'accord. Et on n'a pas ce chiffre, on ne l'a pas en Suisse. Non, voilà. Alors maintenant, on arrive à la question suivante. Combien on en retrouve dans l'eau ? C'est ça le but de tout cet exercice. Oui. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste préciser, là, on a justement, vous nous avez dit, le lac Léman, c'est la plus grande réserve d'eau potable de l'Europe de l'Ouest, et elle
il y a à peu près 900 000 personnes qui la boivent. On n'a pas les chiffres exacts parce qu'il y a du côté suisse, il y a du côté français, mais c'est à peu près 900 000 personnes qui boivent cette eau. Et donc, il y a une commission internationale pour la protection des eaux du Léman qui est chargée d'analyser cette eau. Et dans le rapport 2019 que j'ai lu, on voit justement que donc nous avons 376 pesticides en Suisse. Combien en recherche-t-on? Ce serait intéressant. On en recherche 376. Voilà. Et sur les 376, on en retrouve 28. Il y en a plein qu'on ne retrouve pas. Sur les 28, alors là, je suis obligé de prendre ma présentation parce que... Oui, mais on a envie d'être précis, donc, voilà, donc c'est très bien. Je ne veux pas non plus... Alors, sur les 28, on en retrouve... Le plus qu'on retrouve, c'est 0, attendez, je vais pas... Attendez, excusez-moi. On essaiera peut-être, quand on fera le montage, pendant que vous cherchez, on essaiera peut-être de poser, quand on réalisera au final cette séquence, peut-être qu'on pourra poser quelques chiffres clés, comme ça les gens les verront bien, et les choses seront ainsi claires. Voilà, excusez-moi, ça prend un petit peu... Voilà, là j'ai retrouvé. Donc, sur les 400 qui sont... Les 376 qui sont... recherché, on en retrouve, celui qu'on retrouve le plus haut, c'est 0,015 microgrammes par litre. Alors, je vais juste expliquer ce que c'est. Microgrammes par litre, qu'est-ce que c'est? Alors, le microgramme par litre, c'est le millionième de gramme dans un litre. Or, dans un litre, il y a 1000 grammes, donc c'est le milliardième de gramme. D'accord. Et 0,1 est la limite tolérée dans les eaux. Donc 0,1 microgramme. Donc c'est 1 pour 10 milliards. Ça, c'est la quantité qu'on accepte. Maintenant, pour vous imaginer, parce que ça c'est bien joli, c'est un chiffre, ouais. Hein, c'est un peu comme ça. Vous auriez une échelle oui, ou alors, j'ai une comparaison, parce que justement, dans les présentations que je fais pour expliquer ça, vous prenez un bassin olympique de piscine. Ouais. Donc, c'est 50 mètres de long. Ce n'est pas les petits, ce n'est pas les 25. Ouais. C'est 50 mètres sur à peu près 2 mètres de profond, sur 20 mètres de large. Et ça vous donne le bassin olympique. Et dedans, vous mettez 0,2 grammes à l'intérieur. Et 0,2 grammes, alors je me suis amusé. Je sais qu'en podcast, on ne va pas le voir, mais je vais le montrer à la caméra. Vous voyez, au fond de ce tube, vous avez les 0,2 grammes que correspond cette quantité que vous avez. Voilà. Ça, c'est la quantité à partir de laquelle on estime, donc ça, c'est une ordonnance fédérale, si je ne me trompe pas, vous n'avez plus le droit d'avoir. Et c'est ces fameuses quantités qui ont été retrouvées dans le chlorothalonil des sources. Quand elles dépassaient ce 0,1 microgramme, on a dit l'eau n'est plus propre à la consommation. Voilà. Donc ça, c'est la norme qui nous interdit. Ouais. Et ça, c'est 0,1 microgramme. 0,1. Et le pesticide, sur les 376 pesticides, voilà, je reviens là-dessus, qu'on recherche dans le Léman, oui. On en retrouve 28. D'accord. Et sur les 28, celui qui est le plus haut, c'est 0,02. Donc 5 fois en dessous de la limite autorisée. 5 fois en dessous. En dessous. Et ouais. Les autres qu'on retrouve sont à 0,01, voire 0,00, donc 10 à 100 fois en dessous. Toujours en dessous. Toujours en dessous. Et tous les pesticides confondus, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça doit être 0,2 microgrammes. Voilà. Donc tous les pesticides confondus. Et il y a une limite aussi, si je ne me trompe pas, de 0,5 microgrammes pour tous les pesticides. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve de pesticides. Donc ça j'ai dit, bon ben voilà c'est ce que nous faisons. Et là, je me suis intéressé à ce qui se passe d'autre. Et donc, je me suis dit, combien y a-t-il d'autres matières actives qu'on recherche dans le lac Léman? Oui. Et combien vous pensez? Donc, on recherche 376. Voilà, pesticides. On en trouve, vous avez dit 28. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? C'est combien on recherche déjà d'autres? Ah, déjà, combien on recherche? Donc, ça va de nouveau être un chiffre faramineux, puisqu'avant, je me suis fait avoir avec mes quelques milliers, puis en fait, la réponse était 140 000. Mais donc, je vais redire quelques milliers. On en recherche 65 sur les 140 000. C'est tout. Donc, c'est 65 médicaments, il y a 10 métaux lourds, et puis on ne recherche rien d'autre. D'accord. Donc on recherche une infime partie de ce qui existe. De ce qui existe. Alors, de ce qui existe. De ce qui existe
à l'état d'homologation de ce qu'il y a dans l'aimant. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus, peut-être pas. Mais on n'en recherche que 65. De toute façon, voilà, d'accord. Donc on a bien compris que c'est une proportion déjà limitée par rapport à la quantité potentielle. Voilà. Puis qu'en plus, on peut imaginer que par rapport au total. Bon. Ouais. Ce qui est pas rassurant d'un côté, mais c'est comme ça. Tout à fait. Maintenant, sur les 65 médicaments analysés, les quantités qu'on retrouve aussi entre 0,01, qui est 10 fois en dessous, et 0,5 microgrammes, ce qui est 5 fois en dessus. Donc, le médicament qu'on retrouve le plus a 5 fois plus de présence dans l'eau que la limite et 25 fois plus que le pesticide le plus présent. Ouais. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça donne le ton un peu, ça donne un peu l'ambiance, si j'ose dire. Alors, on va pas en faire de déduction hâtive, je suis d'accord. Non, mais ça veut surtout dire que les pesticides, en tout cas en masse, ne sont pas les plus importants. Ouais, en masse. Individuellement. Après, même globalement, puisque globalement, tous les pesticides sont inférieurs au médicament qui est le plus présent. Donc, il y aura encore d'autres. Après, on rentre dans des calculs, mais voilà. Ouais. Ça veut dire que la quantité de pesticides est nettement inférieure aux médicaments en général. Voilà. Maintenant, question qui va se poser, c'est bien d'avoir ce genre de réflexion, mais quelle est la dangerosité du produit ? Alors, en effet, parce que finalement, la masse est une chose, mais si je provoque un peu, je dis mais finalement, peu importe, parce que si tout d'un coup, il y a une grande masse ou une masse conséquente de quelque chose qui s'avère ne pas être dangereux ou d'une dangerosité relative, alors qu'un autre produit pourrait être dangereux dans une plus petite quantité, le raisonnement, il perd tout, ou en tout cas partie de sa pertinence. Bien entendu, puisque dans l'eau, on retrouve aussi des additifs alimentaires. Voilà. Qui sont sûrement supérieurs aux médicaments, aux pesticides, qui sont des produits chimiques, mais qui sont, en tout cas théoriquement, pas dangereux pour l'humain. Ouais. Voilà. Donc la dangerosité. On parle de la dangerosité. Alors, la dangerosité des produits chimiques homologués en Suisse, juste une petite précision, quand je parle des 376 produits chimiques, c'est des 376 molécules, hein, parce qu'on a des produits de synthèse et bio. Oui. C'est pas que des produits de synthèse. C'est des molécules qui soient bio ou conventionnelles. Donc ça, c'est tous les produits homologués dans l'agriculture. Donc, tous les produits homologués dans l'agriculture, comme base de traitement phytosanitaire, qu'ils soient de synthèse ou bio, doivent suivre un processus sur leur dangerosité. Elle est, là je vais résumer, mais elle est en 3 phases. La première, c'est de voir déjà l'effet sur la cible. Si vous avez un champignon, si vous avez une herbe, si c'est un insecte. Ça, c'est le principal pour la firme qui le commercialise, c'est de savoir son efficacité. Parce qu'en dessous de ça, on ne va pas l'homologuer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la dangerosité. Puis après, on va tester la dangerosité sur les auxiliaires et tout l'environnement. Donc l'environnement, c'est-à-dire, il y a une batterie de tests, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne le connais pas non plus par cœur, mais il y a une batterie de tests sur les algues, sur les mollusques, je ne connais pas exactement, mais sur différents types d'organismes vivants pour pouvoir homologuer. Oui. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, si ça atteint tel type d'organisme à partir de telle matière, vous n'avez pas le droit d'homologuer. Puis il y a un troisième qui est la dangerosité sur l'humain. Donc ils le font bien entendu pas sur des humains, on n'a pas tellement de droits, mais c'est un peu compréhensible. On le fait plutôt sur des souris ou des rats, puis après, ils le reportent par rapport au poids de l'animal, le poids de l'humain, et puis ils divisent encore, ils ont des normes de sécurité. Enfin voilà, ça c'est les 3 types de tests qu'on fait, ils sont assez poussés. Pour les autres produits chimiques, il y a une directive européenne qui s'appelle REACH, dont le but était de répertorier et de faire des tests sur les 140 000 produits. Mais l'industrie ou le lobbying, je ne sais pas, il n'y aura que les produits qui dépassent 1 tonne à la production. Donc tous les produits de moins d'1 tonne à la production, mais par entreprise. Hein. Oui. Il y a 100 entreprises qui font 990 kilos, il n'est toujours pas homologué. Oui. Il faut que l'entreprise fasse plus d'1 tonne de matière active. C'est encore pas la matière vendue, parce que quand vous utilisez un spray dans votre maison, il y a peut-être 1 gramme à l'intérieur sur 1 litre. Donc, c'est le 1 gramme. Il faut dépasser 1000 kilos
une tonne de ce gramme-là. De ce gramme-là. Voilà. Et si vous faites ça, alors à ce moment-là, vous devez passer par ce système d'homologation, enregistrement. Il y a aussi une batterie de test, mais elle est moins grande que dans les phytos. Et sur les 140 000, il n'y a que 30 000 qui ont été testés. Il y en a 110 000 qui n'ont jamais atteint cette barrière ou cette limite d'une tonne, et donc qui n'ont pas de test à faire. Voilà. C'est pour donner, sur les 140 000, on sait la dangerosité de 110 000 avec une batterie de test allégée qui n'est pas autant que les phytos. Voilà. D'accord. Maintenant, pour les 1 200 000 qu'on parle hors Europe, on a très peu de connaissances. Alors, je peux m'imaginer qu'aux États-Unis ou dans certains pays, c'est fait. Je peux m'imaginer que dans d'autres pays, il n'y a aucun test. Et vous les utilisez, puis voilà. Ou alors, très limité. Voilà. Donc ça nous donne la dangerosité par rapport au produit. OK. Une idée, parce qu'une idée précise, on n'en a pas. Il n'y a pas de volonté ni politique ni économique d'aller chercher ces choses. En agriculture, on l'a fait. Autre part, c'est très lacunaire, voire inexistant pour certaines choses. Donc, on cherche plutôt ces produits de l'agriculture. On mesure, ou disons, on étudie plutôt aussi leur dangerosité à eux. Et puis, si je résume un petit peu, un peu grossièrement, on a un certain nombre de notions, d'informations et de connaissances sur le reste, mais on cherche moins, on contrôle moins, on mesure moins la dangerosité. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais ça veut dire qu'il y a il y a deux poids, deux mesures, quelque part, entre ce qui est... En tout cas, c'est par rapport... La réalité nous indique ce genre de choses. C'est un peu la tendance que donne ce que vous nous dites. Voilà, et c'est ce qui est connu. D'accord, moi je vous entends bien, mais finalement, tout ça c'est bien joli, très bien, on a fait ces constats. En attendant, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de risques ou de doutes sur un certain nombre de produits ou de substances. Je peux plutôt parler de substances dans des produits. Et que face à ça, la posture peut être de dire, il y a un doute ou bien certaines choses sont dangereuses à un certain niveau. Donc prudence, donc principe de précaution. Oui. Ah ouais, alors ça c'est et puis on peut comprendre ça, c'est-à-dire que la posture, après c'est une posture presque philosophique, c'est de dire, il y a un doute, j'en veux pas, je touche pas. Alors, c'est le principe de précaution. C'est toujours, alors justement, on revient toujours, et c'est compréhensible. Qu'est-ce que vous en faites du principe de précaution ? Moi, j'en fais rien, personnellement. Mais le principe de précaution, si on le met en avant et si on l'applique, alors je pense qu'il faut l'appliquer partout. Et je me suis imaginé une fois, pour dire, un enfant qui se lève le matin, déjà, il va dormir dans des draps qui auront été traités, ou en tout cas, traités dans les substances qui contiennent le drap, mais aussi ça a été lavé avec des substances chimiques, des lessives, par exemple. Ensuite, il va se lever, il va poser ses pieds sur un parquet. Un parquet, c'est des peintures, c'est des additifs. Les murs, dans sa chambre, ont été peints. Alors, les murs intérieurs, pas toujours, mais les murs extérieurs contiennent des herbicides qui sont pas homologués en agriculture, donc ils n'ont pas subi les mêmes tests. Ensuite, il va sûrement aller manger quelque chose. On peut discuter, mais c'est pas le sujet puisqu'on les connaît, mais on peut discuter de tout ce qu'il y a dans la nourriture. Mais s'il prend par exemple un verre qui est posé sur une armoire à l'envers, l'armoire aura été peinte avec un produit qui éventuellement peut se retrouver toujours de quantité infime. Mais alors, principe de précaution, après il va prendre le bus. Dans le bus, les sièges ont été inifugés, ça c'est quelque chose que je vais vous expliquer après. Il arrive à l'école, il marche sur du goudron. Dans le goudron, il y a certains herbicides. Enfin bref, moi je comprends le principe de précaution. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est utilisé dans l'agriculture pour tout interdire, ce que je peux comprendre, mais pas autre part. Ouais. Moi, je fais un autre parallèle. À l'heure où nous parlons, le jour où nous parlons, nous sommes en pleine seconde vague du coronavirus. Et dans ce contexte, finalement, on se rend là aussi compte que si on appliquait le principe de précaution à l'extrême, comme on veut l'appliquer dans le domaine des produits phytosanitaires, alors ce serait le confinement permanent jusqu'à ce que l'affaire soit classée. Alors, je crois qu'il y a encore un détail, mais c'est bien que vous reveniez là-dessus. On ne le fait pas, je veux dire. Voilà. Mais j'ai eu cette discussion avec Madame Chèvre au début de la pandémie. Tout le monde se lave les mains actuellement avec des alcools. Oui.
ils ont tous des additifs. Ah, je vous vois venir, oui. Ouais, mais ils ont tous des additifs et on a enlevé la nécessité d'homologuer en début de pandémie pour être sûr d'en avoir assez. Donc actuellement, on a des produits qui sont mis sur les mains, dont on n'a pas testé la dangerosité. Alors attention, je vais quand même préciser. Je ne dis pas que l'alcool dedans n'est pas connu. Ça, mais il y a tout le temps des additifs qui, eux, ne sont pas connus et qui vont se retrouver où ? Laver les mains, lavabo, épuration et dans le lac Léman. Sur pour tout nous ce qui et dans la nature. Sur nous, mais ça va se retrouver dans l'eau de toute façon. Parce que c'est des molécules qui sont plus ou moins stables. Ouais. Et puis sans parler mais ça c'est un autre sujet, du plastique ou de certaines matières. Les masques, déjà les masques. C'est alors, ce que j'allais dire. Les agriculteurs les retrouvent dans les champs actuellement. Mais oui, et puis y a des gens qui on voit un peu partout. Mais revenons à votre propos, vous vouliez parler aussi des substances, comment dit-on, inifuges, oui. Inifuges. Alors, ouais, je voulais... Oui, je vous écoute. Hein. Oui, c'est bien. Donc, dans les années 70, 60, j'ai plus le détail, on inifugeait, enfin, les plus anciens se rappellent qu'il y a des maisons qui ont brûlé entièrement parce qu'une allumette était tombée sur le canapé avait brûlé d'une vitesse rapide, les bridaux, tout avait brûlé, la maison, enfin bref, ça avait été impossible à éteindre. Donc, depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas parce qu'il y a les dates d'entrée, mais enfin, on a inifugé tous ces produits pour éviter ces drames. Bon, on a commencé par les PCB à base de chlore. Et là, on s'est quand même rendu compte que des produits à base de chlore étaient dangereux. Donc, après, on a utilisé les PBE ou PCE, je pourrais retrouver, mais c'était à base de brome. Puis, dans les années 80, 90, si je ne me trompe pas, mais de nouveau, les années, je n'ai pas certain, mais on a passé à des produits organophosphorés. Les organophosphorés sont une famille de produits dont est tiré, entre autres, pour les agriculteurs, ils le connaissent, le parathion, qui était un insecticide assez violent, mais aussi le gaz sarin. Ça fait partie de la famille, ce n'est pas directement le produit. Et on nous a interdit, dans l'agriculture, tous les produits à base d'organophosphorés, entre autres, le chlorpyriphos méthyle et le chlorpyriphos méthyle que les agriculteurs connaissent sous le Reldan, le nom de Reldan et Pyrinex. Ça, c'est les noms commerciaux, c'est pas le nom des matières. Et on nous a interdit ça parce que, entre autres, c'était dangereux pour l'eau. Or, tout ce qu'on a actuellement, que ce soit les sièges de voitures, les ordinateurs, les rideaux, les meubles, sont inifugés avec ces produits qui sont des organophosphorés dont on connaît quasiment rien, ou très peu, et qu'on en produit 500 000 tonnes par année. On en produit 500 000 tonnes pour cet usage, on en met partout. Donc je peux quand même m'imaginer qu'une partie se retrouve et dans la nature et dans les eaux. Et il y aurait des études qui diraient que si vous roulez 3 heures dans une voiture, vous en êtes recouvert, surtout au début. Donc c'est des produits, alors je ne dis pas que c'est les mêmes utilisés qu'en agriculture, mais c'est les mêmes familles. Et c'est des produits dont on n'a pas testé la dangerosité ou très peu testé la dangerosité. Et on les retrouve. Ça, c'est un paradoxe de notre société. Et c'est ce qui me revient à dire, on en est... Alors, Madame Chèvre, je la cite souvent, mais on en a partout, des produits chimiques. On en a partout. Alors, on en a partout, oui, à vous entendre, c'est clair, et vous l'expliquez bien. On en a partout, et on met le prisme, on met le focus sur les produits phytosanitaires, et donc sur l'agriculture. Mais on pourrait finalement... Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire un peu pragmatiquement, quitte à attaquer la problématique de la présence chimique dans la nature, dans notre vie, quitte à l'attaquer quelque part, attaquons-la ici, d'autant que ça concerne l'alimentation, c'est quand même super sensible, c'est quand même ce qu'on ingurgite, etc. Et puis que, ma foi, quand on aura réglé ce problème, on aura réglé certains petits bouts, mais on aura réglé un problème. Puis peut-être que les eaux, elles seront bien meilleures, par exemple dans les zones rurales, et puis à faire classer. Alors, le titre on parle de l'eau potable, hein, c'est l'initiative pour une eau potable, ça c'est le titre, pour une eau potable propre, sans pesticides. Voilà. Donc, en ayant pris le temps de regarder ce que j'ai étudié, je constate 2 choses. La première, c'est que si on interdit tous les pesticides de l'agriculture, comme le demande cette c'est pas de subvention pour
les pesticides. Donc on aurait encore le droit de les utiliser, mais on n'aurait plus de subventions. Quoique l'agriculture n'est pas subventionnée, elle touche des compensations écologiques. Parce qu'on nous demande quelque chose en échange d'argent. On ne nous donne pas de l'argent comme ça. Ça, c'était il y a 50 ans en arrière. Enfin bref, cette initiative demande justement l'interdiction de l'utilisation de ces pesticides, et elle a nommé cette initiative pour une eau propre, sans pesticides. Et c'est là que je trouve qu'il y a pour moi, mais après on peut en discuter, pour moi il y a deux contre-vérités. La première, c'est que comme cette initiative, son titre c'est pour une eau, son titre complet, voilà. Pour une eau potable propre et une alimentation saine, pas de subvention pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique. Donc, dans l'intitulé, on dit pour une eau potable propre et une alimentation saine, pas de subvention pour l'utilisation de pesticides. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura supprimé les pesticides de l'agriculture, pour moi, il n'y a plus de pesticides dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'automatiquement, on a plein de pesticides, pas certains homologués, certains pas homologués, hors agriculture. On en a, comme je vous ai expliqué, j'ai passé dessus assez rapidement la terbutrine dans les peintures des façades, on utilise du diuron dans certains goudrons, il y a d'autres produits utilisés à d'autres choses. Donc pour moi, ça c'est une des deux contre-vérités. La deuxième contre-vérité, c'est pour une eau potable propre. Ça veut dire que quand il n'y aura plus de pesticides, admettons qu'on enlève les pesticides agricoles et non agricoles, alors l'eau sera propre. En tout cas, c'est pour moi ce que j'entends dans ce titre d'initiative. Et ça, alors là, je suis quasiment certain que ce n'est pas juste, en tout cas pas pour le lac Léman. Parce qu'on n'aura jamais, le jour où on enlève tous les pesticides, l'eau sera basse. Alors, on peut dire qu'elle sera plus propre, oui, mais elle ne sera pas propre. Et puis après, il faut garder la proportion. Mais ça, on reviendra dessus plus tard, parce que les pesticides sont responsables d'une infinitésimale partie des quantités chimiques de produits qu'on trouve dans l'eau. Mais ça, je veux revenir plus tard, parce que ça, c'est une autre étude. On reviendra après. Mais enfin bref, pour moi, ces deux initiatives, cette initiative, la façon dont elle est prononcée, donne l'impression de faire deux choses qu'elle ne pourra pas faire, pour moi. Alors après, pour les initiants, je pense que le titre était très bien choisi. Bon, c'est vrai que si on vous demande de signer, si je pense à la récolte de signatures, si on vous demande de signer pour une eau potable propre, vous signez dans l'absolu. Peut-être pas vous, à qui on ne la fait pas. Mais... Je citerai un ami que j'ai eu à l'école qui s'appelle toujours M. Tecon, de la Côte, qui m'a dit « Mais Richard, qui veut de l'eau sale ?» Personne ne veut de l'eau sale. Donc, le titre, il est bien choisi pour soutenir cette initiative. Mais pour moi, il y a deux choses qu'elle ne remplit pas. Voilà, je viens de les expliquer. Et alors, vous disiez à l'instant, vous parliez des proportions qu'il peut y avoir... à pesticides et autres. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Oui, alors on a peu d'études là-dessus, mais on a certains chiffres. Entre autres, il y a l'Union suisse des paysans qui a repris une étude qui avait été faite, alors maintenant je n'ai plus en tête, mais c'est je crois la NAVA, si je ne me trompe pas. Donc c'est cité dans l'Union suisse des paysans, qui indique la quantité de produits chimiques retrouvés dans le Rhin par année. Donc le Rhin, quelle quantité pensez-vous qu'on retrouve de produits chimiques par année ? Ouf, alors ça... ça reste une estimation, parce qu'ils ont jeu des chiffres, j'ai aucune idée. Je vais vous laisser, je ne vais pas me mouiller, je vais être un peu lâche sur ce coup-là, mais je ne vais pas me mouiller 140 dans le Rhin. tonnes. 140 tonnes, alors redites-le, 140 tonnes de produits chimiques retrouvés dans le Rhin par année. Donc, tout produit chimique confondu. Tout produit chimique confondu. Voilà. Et donc, vous allez nous dire la part de pesticides issus de l'agriculture ou... Alors ça, c'est une autre question. La part de pesticides. Là-dedans, maintenant que je vous ai écouté depuis un moment, je vais considérablement réduire le chiffre. Donc, est-ce que ce serait quelques pourcents ? Alors, on est à 1 tonne. 1 tonne sur 140 tonnes. Sur 140 tonnes, d'accord. Après, il faut quand même préciser que sur les 140 tonnes, je dirais peut-être la moitié. Moi, de nouveau, il y a une étude là-dessus. Ce sont des additifs alimentaires. Ouais. Donc il faut relativiser. Mais quand même, ces additifs alimentaires... Et les autres, dans les 139 tonnes, on trouve de tout. Alors. De tout. Maintenant, connaissant ce que nous avons dans le Léman et connaissant les types d'analyse, je ne pense pas que dans le Rhin, ils ont analysé les 140 000 matières probables.
De nouveau, on trouve ce qu'on cherche. Voilà. Et puis, par contre, dans les pesticides, je pense qu'on les cherche tous. Mais de nouveau, dans les pesticides, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, il y a les pesticides utilisés par l'agriculture suisse en Suisse. Ensuite, il y a les pesticides utilisés dans l'Union européenne, mais importés avec les aliments. Et là, je fais un petit aparté, typiquement le glyphosate. Donc, il y a eu une étude en début d'année, l'année passée, qui nous expliquait que 60% des aliments vendus en Suisse contiennent du glyphosate, mais quasiment aucun journaliste n'a précisé, à part le temps, par M. Nantermo, je dois quand même le dire, c'est le seul qui a bien précisé qu'aucun aliment produit en Suisse ne contient du glyphosate. Donc ce produit-là va être importé par l'aliment, ingéré par l'homme, et il va se retrouver où ? Dans les urines. Dans les urines, donc il y a... Oui, en gros, si on retrouve du glyphosate... Non, je peux pas dire que c'est que... Non, mais oui, parce que moi pas... j'allais caricaturer parce que c'est parce que j'ai mangé des pâtes et puis bu de la bière. Non, faut pas dire. Non, mais c'est juste que vous avez les pesticides que l'agriculture suisse utilise en Suisse. Elle les utilise et elle n'applique jamais, si on parle du glyphosate, elle ne le met jamais sur la plante. Voilà, c'est la différence. Elle ne met jamais sur la plante. Après, vous avez les pesticides utilisés en Union européenne, transportés en Suisse, oui, qui après se retrouvent dans les eaux. Oui. Vous avez, par exemple, l'AMPA, qui est le moyen de découvrir la quantité de glyphosate qu'il y a dans l'eau. Oui. On cherche l'AMPA. Or, on n'arrive pas à différencier l'AMPA des lessives de l'AMPA du glyphosate. D'accord. Donc, on sait l'AMPA totale, mais on n'arrive pas à le certifier. D'où le fait que dans le Rhin, pour revenir à l'exemple d'avant, on ne peut pas complètement faire une typologie des tonnes par tonne, si j'ose dire, des provinces. Alors après, je peux m'imaginer que sur la quantité de pesticides, l'agriculture est peut-être responsable de la plus grande partie. Je ne veux pas non plus dire que ça, à mon avis, c'est quand même important de le dire et de s'arrêter là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une négation de votre part ou des défenseurs de l'agriculture du fait qu'il y aurait zéro effet, que tout va bien, Madame la Marquise. Non, mais ça, c'est pas le message. Non, le but, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a. Mais c'est de le mettre dans les justes proportions. Voilà, et puis de comprendre, parce que c'est quand même dans notre intérêt de comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement. Ouais. Et voilà, donc là, on a une compréhension. Après, il faudra aller dans le détail de cette étude. Je vais peut-être prendre le temps, si j'en ai maintenant qu'on est de nouveau en confinement, peut-être le temps. Mais c'est de nouveau, qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur ? Parce que là, on a des ici, dans l'élément, on a plutôt les proportions entre les molécules qu'on regarde et les quantités qu'on retrouve au mètre cube. Dans cette étude du Rhin, c'est plutôt la quantité en masse. Donc, il faudra aller voir aussi qu'est-ce qu'ils ont cherché. Voilà. Mais en tout cas, ça nous donne une proportion. Mais alors, ce que je suis sûr, c'est que je suis quasiment sûr que les 376 pesticides, vu que c'est quelque chose de standard, ils sont tous analysés. Ça, on les a trouvés. On les a trouvés. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse encore, la question que je me pose encore, c'est que finalement, le monde agricole, me semble-t-il, n'a pas attendu qu'il y ait ces deux textes, puisqu'on a parlé d'eau potable propre, mais il y a une autre initiative, on l'a dit au tout début, il y a deux initiatives, puis une partie de ce qu'on dit répond ou permet de répondre aux deux textes, même si l'autre porte moins sur l'eau. Finalement, ça fait quand même un moment que les choses évoluent. On sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte d'intensification dans le traitement des plantes, du recours aux produits. L'ambiance était complètement différente. Il fallait nourrir la population. On ne voulait pas revoir des disettes ou des famines ou des choses comme ça. La population augmentait, etc. Bon. Mais quand même, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des problèmes ou qu'il fallait adapter les choses. Et l'agriculture, elle n'est pas restée figée dans un fonctionnement d'affreux... vous l'avez dit avant, d'affreux pollueurs ou d'intensivité. Alors, ouais. Les choses, elles ont évolué. Alors, elles ont beaucoup évolué. Et ça, à en croire ce qu'on entend aujourd'hui, ça, on n'en voit pas les effets. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Bon, alors, on a l'exemple, le DDT. Qu'est-ce que c'est le DDT ? C'était un insecticide qui a été inventé par des chimistes bâlois, si je me trompe, et qu'on retrouve encore actuellement. C'était la stabilité de la molécule. Voilà, ça, c'est encore un sujet qu'on n'a pas encore discuté, c'est la stabilité des molécules.
Donc le DDT a été utilisé à l'époque et il posait un très gros problème, il se concentrait dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que vous aviez le plancton qui en mangeait, alors je dis un chiffre 1, après il était mangé par un petit poisson qui mangeait que le plancton, il était à 10, et le petit poisson était mangé par un plus gros poisson qui en mangeait tellement qu'il était à 100, et puis le héron qui mangeait le gros poisson, pour finir, il était à 10 000 et puis il mourait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la concentration dans la chaîne. Je n'ai plus le nom exact, mais c'est ça. D'accord. Vous avez une concentration dans la chaîne alimentaire qui fait que le dernier au sommet, il va manger des quantités de cette matière vu qu'elle reste stable. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Moi, j'ai retrouvé des plans de traitement, je l'ai à la maison, dans les années, j'ai plus la date, mais ils faisaient 5 traitements en viticulture. Mais les noms, il y avait de l'arsenic, il y avait des produits que maintenant on n'oserait même pas toucher, qui ont été interdits. Et après, on est venu sur des produits qui ont été moins dangereux, puis on est venu encore sur des produits moins dangereux. Il faut aussi voir que la batterie de test a aussi augmenté avec le temps, les connaissances ont augmenté, donc on est très attentif. Donc on a diminué de façon énorme la dangerosité, parce qu'on a suivi ces choses. Il y a une très belle présentation que je peux vous proposer, c'est M. Olivier Viré, qui est à la direction de l'agriculture du canton de Vaud. Voilà, qui fait une présentation de tous ces produits qui ont disparu. Il y en a une quantité énorme qu'on a arrêté. Et on va encore en arrêter. On n'est pas... Enfin, moi, personnellement, bio, pas bio, pour moi, c'est pas noir ou blanc. Le bio, je pense que plus on va aller de l'avant, plus il va s'imposer. Maintenant, il y a une vitesse. On peut pas... Je veux dire, les abricotiers en Valais, on sait qu'en bio, contre la monilias, c'est quasiment pas possible. On a tout le problème des betteraves sucrières et de la jaunisse actuellement. On peut revenir dessus après. Mais c'est aussi un autre sujet. Mais il y a des choses qui sont faisables facilement. Je veux dire, ici, alors typiquement, on est dans le Lavaux. Hein. Toutes les vignes que vous voyez ici, parce que j'étais dans ce métier-là, elles sont en confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'on met des petites capsules. Ça fait drôle, vous nous amenez un vocabulaire là tout d'un coup. Voilà, les gens ne vont pas comprendre. Je vais expliquer. On a un ravageur qui s'appelle le ver de la grappe, qui est un petit papillon. Le papillon n'est pas dangereux, mais il pond des œufs. Puis après, il y a un ver. Et ce ver, donc les œufs sont pondus sur les grappes. Ce ver va percer les grappes et va les faire pourrir. Et à l'époque, on traitait. On avait différents insectes, entre autres les organophosphorés dont je parlais avant. Puis après, on a introduit ce qu'on a appelé la confusion sexuelle. C'est-à-dire que c'est des capsules qui reproduisent l'hormone volatile femelle. Donc, comme ils n'ont pas une capacité de voir, les femelles relâchent dans l'air une hormone qui va permettre aux mâles de les trouver pour l'accouplement. Et on sature l'air avec ces capsules, on en met 200 ou 300 à l'hectare, et les mâles ne trouvant plus la femelle, il n'y a pas de reproduction, et donc on n'a plus de risque. Et je peux vous dire que tout le Lavaux est fait avec ça, parce que c'est moi qui le vendais à l'époque. Donc je connais assez bien le... Oui, et puis il y a des choses, notamment les petits spaghettis qu'on trouve sur les vignes, c'est ça. C'est ça. Puis maintenant, on voit aussi, je crois, des plus gros boîtiers voilà. Ça, c'est des sprays, parce que c'est le mode de diffusion qui a changé. Mais voilà. Nous savons tout maintenant sur la confusion sexuelle. Ça ne s'applique pas aux êtres humains. Non, ça ne marche pas sur les femmes. Bon, ça va, je suis rassuré. Non, certaines femmes ou certaines zones l'auraient utilisé autrement. Non, on est d'accord. Mais ça... On parlait de l'évolution de l'agriculture sur quelques décennies, etc. Voilà. Alors non, mais je termine. Donc ça, c'est une évolution qui a eu lieu. Voilà. Au départ, ça a été un questionnement. En 10 ans, ça a pris tout. Et je crois qu'on est le vignoble d'Europe avec la plus grande confusion. Ah oui, parce que, alors, pas en quantité, mais en pourcentage, parce que c'est tellement plus simple. Ouais. C'est-à-dire, le paysan, l'agriculteur, on met ses capsules, on n'a plus de soucis de l'année. On ne s'occupe plus de ça. C'est quand même une facilité, et c'est un produit homologué en bio. Et c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Ouais. Donc, en définitive, quand le bio est intéressant, non seulement de façon prouvée, donc de facilité et financièrement, il n'y a aucune raison de garder autre chose. Ça, alors, les gens, je veux dire, faut pas... L'agriculteur est quelqu'un qui est quand même sensé. Il va pas aller... C'est pas un plaisir de se lever le matin en disant « chouette, je vais traiter ». Je veux dire, il faut se lever à 4h30, il y a plein de risques. Voilà. On va passer, je pense. Puis les produits coûtent cher, en plus, etc. Pas donné. Mais le bio n'est pas une question. Moi, je pense que tout ce qui est intéressant va s'imposer gentiment. Mais tout de suite, là, maintenant, ça implique beaucoup de choses et des frais. Et enfin, là, on rentre dans un autre débat. Mais enfin, bref. Oui, mais moi, je vous rejoins aussi sur le fait que finalement, il existe différentes approches culturales. Le bio en est une.
Mm. Il y a différentes manières. Il y a l'extenso, toute cette évolution qui, elle, est une vraie évolution aussi des dernières décennies. Et j'ai le sentiment que c'est dans l'existence en parallèle de ces modes, dans la perméabilité entre eux des expériences, des influences, etc., que sans doute va se développer une agriculture dont on ne connaît peut-être pas tous les aspects aujourd'hui, qui évolue, qui observe une mutation et qui tendra de plus en plus vers cette durabilité qu'on appelle de nos voeux. C'est le titre de notre plateforme, Agriculture durable. Et c'est pas, vous l'avez dit je crois avant, c'est pas dans le blanc ou noir d'en dire on veut du bio, on veut du pas bio. C'est pas ça. Le bio est une bonne approche intéressante qui permet de faire plein d'évolutions, plein de progrès, mais il y a d'autres expériences et d'autres approches qui peuvent se marier avec ça puis qui peuvent donner des choses intéressantes. Est-ce que c'est juste d'essayer de synthétiser comme ça ? Pour moi, oui. Je suis pas... Selon vous, en tout cas ? Voilà. Pour moi, oui. Je pense qu'on va y arriver. Puis il y a une chose, nous, dans l'agriculture, là je dis nous, on le voit à travers les chiffres, nous réduisons chaque année la quantité de produits, de matières actives que nous utilisons, en tout cas en synthèse. En bio, pas, puisque c'est une évolution à très fort potentiel. Donc je pense là, les produits augmentent. La quantité produits naturels utilisés en bio. Voilà. Alors, c'est pas naturel, hein, c'est bio. C'est bio. Naturel, c'est encore autre chose. Ouais, alors, pardon pour le vocabulaire. Alors, les quantités augmentent chaque année en masse, mais aussi, on a des nouvelles homologations qui viennent, qui apportent quelque chose. Ouais. Maintenant, je pose la question, pour tous les produits, des autres produits chimiques qu'on retrouve dans l'eau, on n'a pas d'évolution et on n'a en tout cas pas une réduction. Je ne pense pas qu'en ce moment, on réduise la quantité de médicaments, en tout cas pas d'antidépresseurs. En tout cas, ce suivi, on ne l'a pas. Alors déjà, on n'a pas le suivi. On n'a pas... on analyse ces 65 médicaments, on est d'accord, mais on n'a pas la globalité. Et puis, ça m'étonnerait qu'on soit en réduction et il n'y a aucun programme de réduction. Oui. Donc, moi, je pense que la quantité de produits chimiques qu'on retrouve en dehors de l'agriculture augmente chaque année. Je n'ai pas de fait, je ne peux pas. C'est votre sentiment. Voilà. Et je vois difficilement que ça soit le contraire, parce qu'on vend et on achète toujours plus de choses. Bien sûr. Maintenant, il y a un dernier aspect que je voulais venir dessus, et sur la stabilité des molécules. On était parti sur le DDT, sa stabilité. Donc, on a actuellement dans les produits, on avait été visité quand j'étais à Zollikofen, Stein am Rhein, qui est c'est la centre de recherche de Syngenta, un des centres, ils en ont plusieurs, et ils nous disaient que pour eux, le plus important et le plus délicat actuellement, c'est de trouver des molécules qui ne soient pas trop stables. Parce que si elles sont trop stables, elles ne passeront pas le système d'homologation. Donc, eux, le but, c'est une molécule qui agit pendant 2-3 semaines, et après, qui se dégrade le plus vite possible. Bon, c'est difficile, hein. Vous ne pouvez pas avoir une molécule qui est stable et qui se dégrade. Donc, ça devient très compliqué, voilà. Mais c'est le but. Et donc, la plupart des nouvelles homologations de produits phyto, c'est des molécules qui se dégradent. Parce qu'on ne veut pas trop de stabilité. Par contre, toutes les autres molécules, rares, je pense, sont celles dont la stabilité n'est pas le but. Il faut qu'elle soit stable. Je veux dire, un médicament, si on vous dit, écoutez, on vous donne un médicament, mais il va se dégrader très vite, dépend de l'application. Vous voyez, on n'est pas dans le même but. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des médicaments qui se dégradent, hein, c'est pas ça. Mais dans le but de la recherche, on n'est pas sur la même chose. Ou bien si vous prenez des additifs, des colorants, le but, c'est la stabilité de la molécule. Donc moi, je me pose la question, et ça c'est une question, si vous prenez tout ce qui va se retrouver dans l'eau, je pense que les pesticides, les nouveaux produits phytosanitaires, parce qu'on devrait parler de produits phytosanitaires, pas de pesticides, les produits phytosanitaires qui vont dans l'eau, pour la plupart, se dégradent très vite. Et c'est pas pour rien qu'on n'en retrouve que 28 sur 376. Parce qu'il y en a beaucoup qui se dégradent. C'est plutôt des anciennes molécules, pas que, mais c'est plutôt des anciennes molécules qu'on retrouve dans les produits phytosanitaires et pas les nouvelles. Parce que dans les anciennes, il n'y avait pas ce but de dégradation. On en retrouve d'ailleurs je crois que vous l'avez dit à un moment donné, qui sont interdits depuis longtemps. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas ce but. C'était pas un but. Tandis que maintenant, il est. Tandis que dans tous les autres produits, il n'y a pas ce but. Donc moi, je pense que les océans, les mers, qui sont la finale de tout ça, risquent de voir beaucoup de ces produits et qui restent sur place. Pour les produits phytosanitaires, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura moins parce qu'on l'a vu, hein, et ils dureront moins longtemps. Voilà. D'accord.
Bon, mais Richard Pélissier, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. La question, ce serait peut-être prétentieux, mais en tout cas, des éléments que vous avez pointés, que vous aviez envie d'exprimer, et puis qui donnent un éclairage sur tout ça très intéressant, différent de ce qu'on entend souvent, et à mon avis qu'il faut prendre en compte dans l'analyse que tout un chacun peut faire de ce sujet qui, on le sait, est très émotionnel. On parle de notre santé, on parle de notre nourriture, on parle de l'environnement, donc tout ça est très sensible. Mais merci d'y avoir amené peut-être une dimension, essayant de se rapprocher de quelques constatations, de quelques faits, de quelques réalités, oui, si je puis dire. Des choses que l'on peut de mise en perspective, etc. Puis beaucoup de choses peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Mais je crois qu'en plus, on ne sait pas tout. C'est ça, surtout. On ne sait pas le 10e ou le 100e. C'est un sujet qui est encore pleinement à découvrir. En tout cas, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et on ne peut pas prétendre régler tout ça en quelques claquements de doigts sur des matières, sur des sujets aussi complexes. Merci infiniment. Cette conversation va se retrouver sur l'Agricast et sur toutes les plateformes bientôt, liées à Agriculture Durable. Agriculture Durable qui continue son chemin d'information à la population, qui n'est pas centrée sur la question des produits phyto, qui est centrée sur l'agriculture. Et puis, je ne l'ai pas dit au début, mais j'aimerais bien remercier nos hôtes d'aujourd'hui. Ah oui, si on a cette belle vue, c'est parce qu'on est dans un très beau nid qui est le domaine de Bory, donc sur les hauts de Lutry, chez la famille Rouge qui nous accueille aujourd'hui et on profite pour saluer au passage et pour remercier. Venez à la cave, venez déguster ce qu'ils font. Voilà, encore merci Richard. Mais je vous en prie, merci à vous. À très bientôt et au plaisir et à très bientôt à tout le monde, ici ou sur l'un ou l'autre des canaux d'agriculture durable pour parler de cette passionnante matière qu'est l'agriculture. À très bientôt.